Mesdames et messieurs, chères consoeurs, chers confrères, le palais littéraire et musical ne peut se résoudre à être silencieux, quels que soient les événements qui affectent la planète. Nous sommes au-dessus, bien sûr. Et par conséquent, j'ai le bonheur de réunir ici, aujourd'hui, des confrères éminents qui vont être les proies de Mathilde Joanneau, secrétaire du palais littéraire et musical, qui sont tous les trois grands avocats et écrivains. J'ai en effet pensé qu'il serait tout à fait intéressant de les entendre parler sur le thème de la parole et de l'écriture. Comment l'avocat écrit pour réfléchir, inspirer et ensuite transcrire la parole qui a germé dans son esprit, ou de la parole orale transférée dans le marbre de l'écrit, ce qu'il a imaginé. Bref, vous allez entendre Laure Hennisch, ancienne première secrétaire de la conférence, Richard Malka, qui est à la fois avocat, auteur de bande dessinée et écrivain, en même temps qu'il a été mêlé à des causes éminentes que vous connaissez tous, et puis Étienne Taride, qui fut l'un de mes oncles lors de la conférence, et qui fut un avocat, et qui est encore un avocat, à la fois marqué par la qualité de son esprit, sa plume, et puis son insolence, que nous devons tous avoir à l'esprit comme une sorte d'inspiration pour tous les avocats. Voilà, j'ai terminé, c'était assez, que la fête commence. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir donc au Palais littéraire qui n'est pas en direct comme on en a l'habitude, et on avait envie de vous réunir parce que vous avez une actualité commune, une actualité littéraire. Alors il y a beaucoup de confrères et de consoeurs qui écrivent, on a choisi vous trois parce qu'on a trouvé qu'à la fois vos romans reflétaient des moments différents de votre vie. Laure Hennisch, vous nous parlez de la profession et plus particulièrement un roman sur un procès d'assises où vous êtes l'avocate d'une victime. Étienne Taride, vous nous évoquez dans un village du Pays de Caux la venue d'un supermarché, d'une super tour, et vous évoquez la vie du village, comment le village et ses partisans pour et contre ce projet porté par le maire. Et quant à vous, Richard Malka, vous avez récemment sorti Le voleur d'amour, où vous évoquez un personnage assez extraordinaire, avec une quête absolue et qui traverse le temps sans en subir les conséquences, on pourrait dire, et nous emporte vers une histoire d'amour merveilleuse. Donc à la fois, vos récits sont très différents, et je pense que vous êtes aussi dans la profession des représentants différents, avocates et avocats, qui animent et qui ont une exigence par rapport à notre profession. Alors, j'aurais souhaité commencer par vous, Laure. Vous le savez, on vous a demandé de nous parler de la parole et l'écriture. J'ai relevé un passage dans votre livre où vous dites « Annie Ernaux pense la nécessité d'écrire pour intervenir dans le monde et réparer une injustice pour tous les siens. » Et vous dites « Elle se trompe, il ne suffit pas d'écrire, il faut plaider. » Oui, alors, pour la parole et l'écriture, voilà, je pense qu'on est dans le thème. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est un roman, donc la narratrice est avocate pénaliste, c'est moi et c'est pas moi, c'est mon double, effectivement, et c'est la narratrice qui dit ça au moment d'aller plaider, parce que ça devient absolument essentiel, mais il demeure qu'effectivement, plaider, c'est plaider pour une seule partie. Et je crois que quand on est avocat, il y a quelque chose, alors on exerce peut-être de manière différente, mais on a envie de défendre tout le monde. Quand on est avocat, je crois que c'est ça qui nous rassemble le plus. Et même quand on intervient au pénal, justement, là, la narratrice, elle est l'avocate d'une partie civile, mais en réalité, on voit bien qu'elle souffre aussi de ne pas défendre celui qui est accusé, et qui a un glissement comme ça parce qu'elle participe, elle est le rouage et l'alibi aussi d'un dysfonctionnement qui va écraser, en tout cas d'une
machine qui va écraser l'autre en face. Alors je crois que l'écriture, moi, ça m'a permis de pouvoir prendre la place de chacun et donc d'être écrivain, j'espère, mais aussi avocat autrement pour pouvoir rééquilibrer les choses et pas prendre la parole que d'une seule partie. Et on sait bien dans les procès que la vérité, elle émerge aussi parce que chacun, justement, a son rôle. Et donc, ici, c'était très intéressant pour moi d'avoir une narratrice omnisciente aussi qui pouvait être dans la tête de chacun. C'est pour ça que j'ai choisi la forme du roman. D'accord. Et vous avez envie d'écrire rapidement un deuxième ou Alors j'avais publié un premier récit, Porter leur vent, en 2014, mais qui était un récit. Là, on est sur un roman, mais j'ai commencé très rapidement à tenter d'écrire un roman après 2014. Donc vous voyez, ça m'a mis quand même quelques années. J'espère que là, le temps sera moins long. Oui, c'est un peu un désir très fort chez moi d'exprimer les choses et de les faire sortir aussi. Alors je ne sais pas si je resterai sur quelque chose qui est judiciaire, mais en tout cas, effectivement, c'est ce qui m'importe aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit bien que la justice, elle est rendue pratiquement à huis clos, puisqu'on a du mal à rentrer tellement dans ce palais de justice, et que j'ai besoin que les choses sortent un peu, parce qu'on parle que de justice rapidement, comme ça, au journal de 20 heures, on parle que de justice quand on ouvre les journaux. Mais en fait, nous, de l'intérieur, on sait qu'on en parle assez mal, et donc pour parler plus complètement et donc plus vraiment, il faut passer par l'écriture et c'est assez nécessaire pour moi que les gens se rendent compte de ce qu'est la justice vraiment, de ce qu'est le parcours judiciaire. Ça, c'est un vrai parcours judiciaire. Vous avez écrit aussi tous les deux sur la justice et sur le monde de la justice. Donc, alors Richard Malka, vous avez une fiche Wikipédia, donc ça m'a permis de bien prendre le détail. Étienne Taride, vous ne l'avez pas encore, la fiche Wikipédia, mais j'ai vu que vous avez fait dans des œuvres romanesques plusieurs tomes sur l'avocat que vous auriez rêvé d'être. Quant à vous, Richard Malka, vous nous avez décliné un portrait de la justice à travers des bandes dessinées, et puis l'éloge de l'irrévérence avec Georges Kiechman. Et puis aujourd'hui, vous vous échappez complètement du monde de la justice pour nous parler d'une histoire qui laisse parcourir pour moi la fantaisie et l'imagination. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du voleur d'amour? Alors, d'abord, mon premier roman s'appelait Tyrannie, et là j'étais à moitié, en tout cas, dans le monde judiciaire, puisque la moitié de ce roman était consacrée à un procès d'assises. D'ailleurs, j'avais commencé en bande dessinée aussi, dans ma première saga, L'Ordre de Cicéron, à parler de justice, parce que c'est plus confortable, on parle de quelque chose qu'on connaît. Et puis, après, on s'en échappe et on va ailleurs. Et là, effectivement, dans ce deuxième roman, on se sent assez sûr de soi pour aller dans l'imaginaire complet. Et en l'occurrence, je raconte l'histoire d'Adriaan van Gogh, qui est né à Venise au XVIIIe siècle, dans des conditions très étranges et très tragiques. Et il se trouve qu'il va développer un don qui consiste à voler l'amour, mais physiologiquement, lorsqu'il embrasse ses proies, puisque ça devient un prédateur, et que cela nourrit son éternité et lui permet de traverser les siècles, les continents, dans une quête de sens, d'abord, et puis dans une quête d'amour, parce qu'il cherche à retrouver l'unique baiser qui lui a fait éprouver de l'amour, parce que quand on le vole, on ne l'éprouve pas. Et il retrouve cet amour-là à New York au XXIe siècle, mais entre-temps, il aura traversé la Révolution française, les guerres, les traites négrières, et traversé beaucoup d'aventures, en particulier à Constantinople. Et donc, mais c'est en même temps une réflexion sur aussi la part de monstruosité qu'il y a en chacun de nous et qu'on a envie de défendre quand on est avocat. Et au travers de ce héros qui est monstrueux, je voulais moi aussi montrer qu'il est monstrueux, mais il est attachant. Et c'est complexe. Il y a aussi une quête de justice chez cette personne qui tue, qui viole l'intimité des personnes en volant leur amour. Et là, il y a un parallèle effectivement avec ce que nous vivons comme avocats. On va chercher la part d'humanité, y compris chez les monstres.
Vous avez donné une interview dans la revue Pianiste, Anne Garaeri, oui. où vous évoquez l'importance de la musique pour vous et l'importance des mots aussi. Et c'est peut-être ça, finalement, qui rejoint l'avocat et l'écrivain. C'est jongler avec les mots, oui. À l'oral ou à l'écrit. Je crois que, je le dis souvent, qu'au début, il y a le verbe. Au début de tout. C'est ce qui nous unit. Oui, bien sûr. Alors moi, le verbe, il est plus naturellement, bizarrement, écrit que prononcé. Oui. Mes plaidoiries, je les écris à la virgule près. Oui. Alors après, et ensuite, je me les repasse jusqu'à ce que je les connaisse par cœur, même quand ce sont des plaidoiries de 2 heures. Et vous, Laure ? Moi aussi, et longtemps je m'en suis voulu d'écrire en pensant que justement si j'arrivais plus à improviser, je me sentirais plus libre. Et j'ai renoncé parce que je crois que c'est faux en fait. Et qu'effectivement il y a un tel travail en amont de toute façon. Puis c'est aussi, on se rassure comme ça. Enfin moi je suis trop angoissé pour. Alors après ça ne veut pas dire qu'on se détache pas, qu'on n'improvise pas, qu'on se lâche, mais on sait que c'est là. On sait que c'est là et je suis incapable. Quelle que soit la plaidoirie, que ce soit devant un tribunal d'instance ou devant une cour d'assises, de ne pas donc il y a toujours l'écrit. Toujours. Et vous, Étienne, alors vous êtes avocat honoraire vous, quand vous plaidiez, vous écriviez vos plaidoiries ou... Je me dotais d'un plan détaillé et je préparais la dernière phrase. D'accord. Toujours la conclusion. Pas la conclusion, la dernière phrase. D'accord. Il faut absolument préparer la dernière phrase parce que sinon on se met à tourner en rond. Au bout d'un certain temps, on n'a plus rien à dire, mais on ne sait pas comment s'en sortir. Donc, je préparais la dernière phrase que j'empruntais de manière assez fréquente à des bons auteurs. Par exemple, « J'arrive où je suis étranger » de Louis Aragon m'a servi un nombre de fois considérable. Et la fabuleuse fin des Misérables, la vie fut pour lui bien étrange. Il mourut quand il perdit son ange, la chose simplement d'elle-même arriva, comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va. Est extrêmement adaptable à des plaidoiries. Et permet, mais sinon on tourne en rond. Non, j'avais un plan détaillé. D'accord. Et disons que je suis d'une famille, c'est peut-être parce que je suis d'une famille de comédiens, je répétais de manière inlassable. Quand je dis inlassable, pas nécessairement pour ma femme et mes enfants qui trouvaient que ces répétitions devenaient pénibles. Je ne parle pas de mon associé qui trouvait ça épouvantable. Alors vous avez publié cet été aux éditions L'Harmattan un banc sur la falaise. Un banc où on a envie de s'asseoir au-dessus des falaises du pays de Caux pour voir les bateaux passer qui ne passent plus et cette mer, cette Manche que vous semblez aimer, tout ce paysage qui tout au long du roman est très présent dans votre écriture. J'ai sur un coup de tête acheté il y a 40 ans une maison à Pourville, Château-sur-Mer, qui m'a valu une des engueulades d'un bâtonnier. Puisque, le lendemain du jour où on s'est installé, ma femme me dit, c'était un dimanche matin, il y a un type dans notre jardin. Je descends et je constate la présence du bâtonnier de Rouen, avec qui j'avais plaidé une affaire la semaine d'avant. Il me regarde, il fait « Ah, Tarit, c'est vous le salaud !» Je lui dis « Monsieur le bâtonnier, qu'est-ce qui me vaut ce reproche ?» Il me dit « C'est parce que j'étais sûr de l'avoir à 10 000 de moins. » Enfin bon, la maison. Non, j'ai écrit ce que je voulais écrire, en ce sens que l'installation de supermarchés, l'installation d'institutions de commerce lourd change considérablement les petites villes et les petits villages et révèle les personnages. Et c'est plus la révélation des personnages que la modification des rues que j'ai voulu dépeindre.
Quant au rapport entre l'écrit et l'oral, l'oral est un exercice où l'interlocuteur ou les auditeurs sont, sinon imposés, tout au moins proposés. Que ça soit naturellement la plaidoirie, que ça soit le discours de conférence, que ça soit toute forme d'oral, on a des gens qui viennent, on vous les impose. À l'écrit, on s'adresse à qui on veut. On s'adresse à des vieux copains, on s'adresse à des relations, on s'adresse à sa famille, on s'adresse éventuellement à soi-même, mais on choisit soi-même l'interlocuteur. Ce qui permet de dire les choses de manière beaucoup plus fouillée. C'est pour ça que l'oral ne remplacera jamais l'écrit pour l'expression de ce que j'ai la faiblesse d'appeler une pensée, mais je demande qu'on me pardonne cette... Et vous avez commencé à écrire très vite, avant ou après avoir commencé à exercer la profession d'avocat? Ça dépend de ce que vous appelez écrire. J'ai écrit des petites choses avant, je n'en parle même pas. J'ai commencé à écrire des choses qui avaient un minimum de tenue après avoir exercé la profession d'avocat, après avoir commencé à l'exercer. Très bien. Et c'était quoi alors l'avocat que vous auriez rêvé d'être, que vous avez décrit dans votre roman? C'est un avocat qui c'est un avocat, c'est un certain nombre d'avocats, mais c'est un avocat qui est capable de dire merde à la cour d'assises dans une affaire où son client est à l'acquisition de peine de mort. Mon avocat, Victor Vainqueur, s'aperçoit qu'il est très mauvais, que les jurés et la cour ne le suivent pas. Il a un mot qui lui échappe, il dit merde. Le président lui dit mais enfin, personne n'a jamais osé dire ça devant une cour. Et il dit merde, je le répète, je le crie, vos procédés. Bon. Et il jette sa robe à travers la salle en disant elle me dégoûte. D'accord. Voilà, c'est l'avocat que j'aurais rêvé d'être. C'est l'avocat que j'aurais rêvé d'être. Parce que nous ne péchons jamais par excès d'insolence. Il arrive que nous péchions par excès de révérence, mais excès d'insolence, c'est très rare. Laure, et l'écrivain que vous rêverez d'être, ce serait qui? C'est qui vos idoles en littérature aujourd'hui? Annie Ernaux, que vous venez de citer. Virginie Despentes, certainement. Enfin, en matière d'irrévérence, c'est pas mal. Mais je crois que c'est ça aussi le point commun entre les avocats et puis les écrivains. C'est pas très étonnant en fait qu'il y ait pas mal d'avocats qui écrivent. C'est aussi de sortir des cases, quoi, de prendre de la distance. Enfin, la légitimité, elle vient pas de la proximité, elle vient de la distance. Et d'oser dire les choses, enfin de prendre des risques et d'affirmer un certain point de vue. Et je crois que la littérature, elle est intéressante de ce point de vue-là, quoi. Quand on dit, et c'est ce que Richard disait tout à l'heure, en fait, que rien n'est manichéen. Enfin, quand on prend un personnage, il rentre pas dans des cases, il n'est pas si simple. Et je crois que c'est ça, en fait, ce qu'on va expliquer, nous, tous les jours, quand on est avocat. Et écrivain, je crois que c'est pas autre chose que de dire attention, c'est ni blanc ni noir, quoi. Et c'est cet écrivain-là que j'aspire à être. Ouais, c'est une belle réponse. L'avocat qui prend des risques, est-ce que c'est celui qui décide de prendre des risques en défendant X et en défendant Y le lendemain, en ayant tout un panel de clients différents pour soutenir un même but, la liberté d'expression? Est-ce que c'est ça pour vous, Richard Malka? Non, parce qu'il n'y a jamais eu une volonté de prendre des risques. Ce que vous disiez me faisait rire, parce que j'ai eu cette discussion-là avec moi-même sur l'emploi du mot merde devant une cour d'assises. Il se trouve qu'en défendant Charlie Hebdo dans le procès des attentats, il y a quelques semaines, quelques mois, devant la cour d'assises, j'avais envie de plaider la liberté d'emmerder, alors même pas la cour d'assises, mais Dieu. Et je me suis demandé pendant des semaines, en préparant la plaidoirie, si j'allais oser hurler cette phrase. Et je l'ai fait. Et je pense que je l'ai fait parce que j'écris. Écrire donne de la liberté pour plaider, en fait. Parce que
ça libère, et y compris, ça apporte la littérature, le roman, qui est l'espace de liberté par excellence, ça peut donner de l'audace. Et pour répondre à votre question, j'ai jamais cherché à prendre des risques. Je crois qu'on prend des risques quand on se fout de ce que les gens penseront, quand on ne cherche pas à être aimé à tout prix, quand on est en accord avec sa vérité intérieure. Voilà, je n'ai pas le même avis que toi sur Virginie Despentes. Je pense qu'en réalité, elle est totalement dans l'air du temps. Elle ne prend aucun risque. Elle dit ce qu'il faut dire. Précurseur. Elle a participé à faire avancer les choses. Elle dit ce qu'il faut dire pour que sa chapelle la prenne pour une icône. Peut-être maintenant qu'elle est devenue une icône, mais pour le devenir, en tout cas. Je suis d'accord avec toi, elle était plus intéressante. Ensuite, elle s'est embourgeoisée, ce qu'elle dit aussi, que c'est plus facile maintenant. Bon, mais on n'a pas besoin de prendre des risques toute sa vie non plus. Mais pour y être... Non, mais je suis... tu vois, finalement, on est d'accord. Vous avez des points de désaccord. Oui, mais là, je veux dire, c'est aussi justement un parcours d'écrivain. Et peut-être qu'à un moment donné, c'est plus facile, elle le dit aussi, elle s'insère dans quelque chose et elle est devenue une icône, peut-être parce qu'elle l'a voulu, peut-être parce qu'elle malgré elle. Ça, c'est une prison. En tout cas, et ça, c'est un risque pour tout le monde. Et c'est vrai qu'elle était beaucoup plus intéressante. Il a fallu écrire Baise-moi, il a fallu écrire King Kong Theory, il a fallu quand même avoir ces retours derrière. C'est un danger qui guette tout le monde, c'est qu'à un moment, vous avez une reconnaissance et on peut être prisonnier de cette reconnaissance. Et c'est extrêmement douloureux de décevoir des gens qui vous aiment. Mais il faut en avoir... ça, c'est une prise de risque. De ne pas se laisser enfermer dans ce qu'on attend de vous. J'avais envie, parce qu'on est au Palais littéraire et musical, de vous poser une question à tous les trois. En plus de l'écriture, est-ce que vous avez d'autres loisirs artistiques? Je pense à la musique, au théâtre. Est-ce que ça fait partie de votre vie aussi? Écoutez, personnellement, quand je suis sûr que personne n'entend, je joue de l'harmonica. Voilà. C'est très joli, l'harmonica. C'est très joli quand c'est bien joué. Et vous, Richard? Alors malheureusement, non, je ne joue de rien du tout, mais par contre, bien sûr, je suis amateur de musique classique, de théâtre aussi un peu moins, mais de musique classique beaucoup. Laure? Moi, ce serait plutôt le sport. J'étais prof de tennis dans une vie antérieure. Ça se voit un peu dans le livre et dans la façon de voir les choses un peu comme des matchs, quoi, et d'être certainement compétiteur. Et je joue moins maintenant, mais c'est vrai que le tennis reste quelque chose de structurel chez moi. Oui, il y a le jeu, il y a l'échange, le match. Ouais, quelque chose de la vie, vraiment, l'échange dans ce sens-là. Et les règles aussi. Et les règles, respecter. Pour conclure peut-être, je crois qu'on arrive un peu au bout de notre première partie de l'émission. Est-ce que cette association du Palais littéraire et musical, où on essaie de faire vivre et de donner la parole à ces avocats qui écrivent et qui font de la musique, est-ce que vous rencontrez spécialement d'autres avocats qui écrivent ? C'est très compliqué, oui bien sûr, on en connaît tous, mais c'est très compliqué quand vous êtes reconnu dans un domaine de vous faire une place dans un autre domaine, parce qu'on vous met dans une case, parce que c'est l'avocat qui écrit, et parce que dans ce pays, c'est compliqué de passer d'une case à une autre. Donc c'est difficile, mais on peut le faire, la preuve. Il faut persévérer et il faut s'accrocher peut-être un peu plus que d'autres, mais c'est possible. Pour continuer les deux. Oui. Absolument. Sur la rencontre oui, aussi sur la rencontre avec d'autres. Est-ce que c'est intéressant du coup de se dire, par exemple tous les deux, est-ce que vous avez parlé de cette possibilité-là d'écrire? Grâce à vous en fait. On aurait dû, il y a quelques semaines, se rencontrer déjà sur un autre. Ça. Ah oui. On a été annulé. On le refera certainement. Mais sinon, je pense qu'on connaît tous les deux très bien Élise Arfi, qui a écrit Pirate numéro 7. Et puis qu'on se réjouit, on sait comment on sait ce que c'est aussi, la difficulté d'écrire, le parcours que c'est. Enfin, parfois, bien sûr, quand les gens lisent un livre, ils se disent peut-être que ça a été fait un peu vite. C'est ça. Voilà, bien sûr. Non, il y en a nombreux.
Et c'est fabuleux aussi de faire vivre ça au sein d'une association. Voilà. Mais parfois, en tout cas, moi, c'est mon premier roman et peut-être que ça m'intimide aussi un peu de décrocher mon téléphone et de dire bon, ben, Richard Malka, est-ce qu'on n'irait pas boire un verre pour en parler? Ou François Sureau, est-ce qu'on n'irait pas boire un verre pour en parler? Alors qu'effectivement, il y a des choses en commun, nécessairement. Et vous, Étienne? Moi, je participe activement à la revue littéraire du Palais qui a un rapport avec... et par conséquent, je rencontre des gens qui se livrent à ce genre d'activité. Je ne vous ferai pas de commentaires parce que il y a là-dedans un mélange d'admiration, d'amitié et quelquefois d'un petit peu de suremploi du moi qui... suremploi du moi. Pour ne pas... non, mais je ne veux pas utiliser le mot mépris, donc donc j'en utilise un autre. Non, mais le problème est que ce qu'il y a de commun entre deux avocats et deux écrivains, pour autant que je le sache en ce qui concerne les écrivains, c'est que les jugements de l'un sur l'autre sont toujours assez rudes. De toute façon, dans la vie, vous avez des jugements rudes. On a des jugements rudes, oui. On peut aussi... Non, mais vous Moi, personnellement, oui. Pour plus que d'autres. Non, d'accord. J'essaye de réserver ma rudesse à ceux qui en ont besoin. D'accord. Mais enfin, on se défend aussi entre nous. Je veux dire, les avocats, ils défendent tout le monde. Moi, je trouve que le cas des écrivains, pour le coup. Oui, mais nous, comme avocats chez des écrivains, je crois que quand même, on les défend pas mal. C'est vrai. Là, c'est un monde dur, je trouve. Moi, j'ai connu très bien le monde de la bande dessinée, puisque là, j'y suis resté longtemps avec une grosse production. Donc, j'ai vraiment... je l'exerçais de manière professionnelle, qui est un monde très sympathique et chaleureux. Le monde des écrivains, c'est un monde plus douloureux, parce que c'est dur. Parce que c'est dur, parce que les conditions économiques sont franchement compliquées, parce que c'est ingrat. Pour un qui a du succès, il y en a quand même 99 qui en vendent 300. Quoi. Donc c'est un monde difficile et où effectivement vous avez raison, on ne dit pas souvent du bien les uns des autres. Eh bien, je vous remercie. Merci à tous les trois. Je rappelle vos livres, Corps défendu de Laure Hennick, Le voleur d'amour de Richard Malka et puis Un banc sur la falaise de Étienne Taride. Ben, merci à tous les trois et on espère vous revoir en vrai dans la vraie vie très vite. Merci. Merci, Maître. Merci.